Et comment, ça va? En 1950, au-dessus des montagnes des Balkans, le marchand d'armes Anatole vole dans son avion privé. Soudain, il entend un bruit et, en se retournant, son assistant explose, créant un trou dans la paroi. L'avion commence à tomber. Alors Anatole court vers le cockpit et donne quelques instructions au pilote. Quand l'un des moteurs prend feu, le pilote panique et crie sur Anatole pour avoir ignoré ses avertissements de ne pas voler ce jour-là. S'ils survivent, le pilote promet de le dénoncer à l'autorité aérienne. Anatole le licencie alors et éjecte le siège du pilote avant de prendre les commandes de l'appareil. Quelques instants plus tard, l'avion s'écrase dans un champ de maïs et la mort d'Anatole est annoncée aux informations. L'âme d'Anatole est maintenant dans l'au-delà, aux côtés de sa grand-mère, qui ne semble pas le reconnaître. Un tribunal divin débat pour savoir si Anatole est digne du paradis jusqu'à ce qu'il se réveille dans l'épave de l'avion, gravement blessé, mais toujours en vie. Il traverse le champ de maïs et interrompt une interview en direct à la télévision où le pilote parle à un journaliste. Maintenant, tous les journaux doivent annoncer qu'Anatole est en vie. Plus tard, dans son manoir, il reçoit les soins de toute une équipe d'infirmières. Pendant ce temps, une organisation secrète dirigée par Excalibur discute d'Anatole, qui est recherché pour évasion fiscale, spéculation, entente et corruption. Tous s'accordent à dire qu'il est temps de le faire tomber une bonne fois pour toutes. Quand Anatole se rétablit, il organise une rencontre avec sa fille unique, Liesl, qui est nonne. Il annonce qu'elle sera l'unique héritière de sa fortune, à la place de n'importe lequel de ses 9 fils. Anatole a toujours ignoré ses fils biologiques, préférant adopter des enfants orphelins, qui observent maintenant tout depuis le balcon. Liesl, qui n'a pas vu son père depuis 6 ans, se méfie de cette décision soudaine. Il lui explique qu'il veut qu'elle le venge, au cas où ses ennemis parviendraient à le tuer, et lui montre plusieurs boîtes. C'est son projet le plus récent et le plus important, appelé le projet phénicien. Lies l'interrompt pour l'interroger sur sa mère, car elle a entendu dire qu'Anatole l'avait tué. En fait, on dit qu'il a assassiné toutes ses femmes. Anatole nie tout et affirme n'avoir jamais tué personne, et qu'il aimait beaucoup la mère de Liesl. Cela, cependant, n'explique pas pourquoi il l'a abandonnée dans un couvent à l'âge de 5 ans. Ignorant les accusations de sa fille, il continue d'expliquer le contenu des boîtes. Il y a des plans pour un barrage, un canal, un tunnel, une main-d'œuvre de masse, des négociations avec des barons du transport maritime, des mines et des chemins de fer, ainsi que des accords avec des magnats de la banque, de l'immobilier et des marchés parallèles. En gros, il prévoit de dominer les affaires de la Phénicie en utilisant le travail forcé. Ils sont interrompus par l'un des garçons qui tire une flèche enflammée qui atteint une boîte. Le majordome éteint rapidement le feu et Anatole quitte la pièce pour s'occuper de ses fils indisciplinés. Liesl remarque alors que le nouvel assistant de son père, Bjorn, est à proximité et lui fait signe. Quand Anatole revient, Liesl demande ce qu'il y a dans la dernière boîte. Anatole dit qu'il s'agit de la lacune et qu'il en parlera plus tard. Il veut que Liesl abandonne la vie religieuse et l'aide, mais elle se méfie toujours de lui. Ensuite, ils déjeunent avec Bjorn et Anatole le soumet à un détecteur de mensonges pour s'assurer qu'il n'est pas un espion infiltré. Les jours suivants, Anatole continue de déballer ses produits de contrebande tandis que Liesl analyse le contenu des boîtes, notant à quel point tout le plan est contraire à l'éthique et est effrayant. Pourtant, elle se demande si elle ne devrait pas aller de l'avant juste pour hériter de la fortune et l'utiliser pour aider les autres à l'avenir. Bjorn commence à donner des cours aux garçons et Liesl se rend compte qu'aucun d'eux ne reçoit d'affection familiale. Un matin, Anatole raconte à Liesl que sa mère ne s'est pas suicidée, comme le disait le rapport officiel. En réalité, elle a été assassinée et elle va battre et il soupçonne que le coupable est son demi-frère Nubar. Même s'ils se détestent, Anteyat et les frères toujours des affaires ensemble et Nubar est même impliqué dans l'un des projets des boîtes. Liesl décide de se rapprocher de son oncle pour le traduire en justice et accepte donc de signer le contrat avec son père et de participer à son plan. Pendant ce temps, Excalibur présente le rivet écrasable, utilisé dans la plupart des projets d'ingénierie. Il coûte normalement 10 pour une pièce de 500, mais le plan est maintenant d'en augmenter considérablement le prix pour contrecarrer les plans d'Anatole. Au milieu de la nuit, Anatole apprend la nouvelle de la manipulation du marché et court réveiller Liesl car ils doivent agir vite. Ce ne sont pas seulement les rivets qui augmentent de prix, mais tous les matériaux de construction. Anatole se rend compte que c'est du sabotage et annonce qu'ils partiront immédiatement dans son avion privé. Il a engagé 2 incendiaires pour brûler la maison au cas où ils auraient besoin de faire jouer l'assurance. Maintenant, ils devront se rendre chez chaque partenaire du plan pour renégocier tous les accords. Excalibur prévient son conseil d'administration qu'Anatole est en mouvement. Il a également découvert que les nombreuses tentatives d'assassinat ont laissé Anatole avec un grave traumatisme crânien. Pendant le vol, Liesl remarque qu'il transporte une boîte étrange et son père lui explique que ce sont des grenades à main. Elle lui demande s'il les a déjà utilisées, mais il refuse de répondre. Ensuite, Anatole soumet Bjorn à un autre test au polygraphe et lui confie la mallette contenant tout son argent. Liesl et Bjorn commencent à discuter et à mieux se connaître. Bjorn admet qu'il ne croit pas en Dieu et qualifie Liesl de charmante. Alors qu'ils sont sur le point d'atterrir, Anatole révèle qu'il n'a pas de passeport car il n'est citoyen d'aucun pays et n'a pas besoin des droits de l'homme. Soudain, on entend un bruit et Anatole mentionne nonchalamment la bombe de la dernière fois, ce qui pousse Liesl à se mettre à prier. Quelque temps plus tard, ils arrivent à une montagne où un tunnel ferroviaire est en construction.
construction. Tandis qu'ils observent les travaux, Anatole dit à Liesl qu'il n'a jamais perdu son intérêt pour elle. Il s'avère que pendant toutes ces années, ses agents surveillaient la vie de sa fille et lui rapportaient tout. À ce moment, un groupe d'assassins arrive à dos de chameau et Anatole ordonne au chauffeur d'aller chercher les grenades dans la voiture, tandis que Liesl révèle qu'elle a un couteau. Cependant, le chauffeur est immédiatement abattu. Avant que le reste du groupe ne soit attaqué, le prince Farouk et son garde du corps arrivent en tirant et font fuir les ennemis. Farouk complimente la beauté de Liesl et dit qu'il est dommage qu'elle soit nonne, avant de leur offrir un couteau plus élégant. En échange, Anatole lui donne une grenade. Ensuite, ils explorent le tunnel, qui tremble à mesure qu'ils avancent. Liesl s'inquiète de la sécurité du lieu, car il est encore en construction, mais Anatole lui dit de ne pas s'inquiéter. Farouk et Bjorn lui proposent de lui tenir la main, mais elle refuse. Au bout du tunnel, il rencontre plusieurs ouvriers et les frères financiers, Leland et Regan, qui sont furieux parce qu'Anatole a modifié le contrat et augmenté leur contribution au projet. Après une discussion sans accord, Anatole propose de tout régler avec un match de basket. Les frères joueront contre Anatole et Farouk, qui n'a jamais joué auparavant. Pendant qu'ils attendent, Bjorn convainc Liesl d'essayer l'alcool pour la première fois et en profite pour continuer à flirter. Les frères provoquent Farouk avec des commentaires offensants, le distrayant et lui faisant manquer la plupart de ses tirs. Anatole commence à perdre espoir et appelle Liesl pour lui raconter l'histoire de sa naissance, expliquant que c'est lui qui a coupé le cordon ombilical. Il regrette de l'avoir envoyé au couvent, car ils ont fini par l'endoctriner alors que son but était seulement de l'éloigner de ses enfants adoptifs. Il révèle également qu'elle porte le nom de sa grand-mère et qu'elle a été la seule fille dont il a vraiment voulu s'occuper, mais que cela n'a pas été possible. Ensuite, Anatole défie les frères pour un dernier tir. Si Farouk réussit, ils pourront conserver le contrat original, mais les frères devront couvrir 10% de la différence. S'il échoue, Anatole leur donnera tout l'argent qu'il a apporté. Les frères acceptent le marché et Liesl prie pour Farouk qui, heureusement, réussit son panier. Plus tard, Anatole a une autre vision de l'au-delà où il apporte une carcasse de cerf à ses 3 femmes. En découpant l'animal, plusieurs pièces de monnaie en tombent. L'une des femmes affirme que Liesl n'est pas sa fille. À cet instant, Anatole se réveille dans son avion et dit à Liesl qu'elle a ses yeux. Elle regarde une photo de son oncle et se rend compte qu'elle a aussi ses yeux. Le téléphone sonne. C'est un appel de Bob, l'un des partenaires commerciaux du projet. Anatole ment en disant que les frères ont accepté de couvrir toute la différence. Liesl le lui reproche, mais il répond que ce n'est qu'une stratégie. Soudain, Bjorn trouve une bombe programmée pour exploser dans 18 minutes et Anatole lui dit de l'ignorer, car ils atterriront dans 10. Le soir, le groupe se rend au club de Bob. Anatole offre à Bob une grenade à main tandis que Liesl se remet à boire. Pendant le dîner, Bob reçoit une lettre anonyme tentant de le faire chanter pour qu'il couvre le reste de la différence. Il reconnaît l'écriture d'Anatole et une dispute éclate. Anatole admet que les frères et Farouk n'ont accepté de couvrir qu'une petite partie de la dette. La discussion est interrompue lorsqu'une unité de guérilla, dirigée par Sergio, fait irruption dans le club et ouvre le feu, tentant de voler l'établissement et ses clients. Bob va les affronter et les soldats essaient de lui tirer dessus, mais Anatole le protège recevant la balle à sa place. Heureusement, les papiers dans sa poche ont amorti l'impact. Anatole demande à Bob de retirer la balle et de la garder. Impressionné, Bob accepte de couvrir une partie de la dette. Quelque temps plus tard, le groupe embarque sur un navire pour rencontrer le capitaine Marty, qui fait également partie du plan d'Anatole. Marty est au courant de la différence financière et refuse de la couvrir. Mais Anatole affirme qu'il est là uniquement pour une réunion symbolique et lui remet une grenade. Soudain, Anatole s'évanouit à cause de la perte de sang et a une autre vision de l'au-delà. Cette fois, c'est une version enfant de Liesl qui raconte au tribunal la nuit terrifiante de la mort de sa mère et comment son père lui a dit qu'elle ne vivrait plus là. Anatole se rend compte qu'il est en train d'être jugé et voit ses mains menottées avant de se réveiller. Un marin effectue une transfusion de sang entre Marty et Anatole qui commence à raconter de nouveaux détails sur la mère de Liesl. Il révèle qu'elle a eu de nombreux amants, y compris son frère Nubar, ce qui l'a beaucoup irrité. Anatole a écrit une lettre à Nubar en se faisant passer pour sa femme, mettant fin à leur relation et disant qu'elle était partie avec le secrétaire. Il pense que c'est ce qui a poussé Nubar à les tuer. Quand Liesl demande à son père s'il aimait sa mère, il admet que non. Il avait seulement de l'affection pour elle, puis il se prend d'une gifle de sa fille. Anatole s'excuse et est surpris d'entendre que Liesl le pardonne facilement, disant qu'elle a toujours attendu le pire de sa part. Ensuite, Anatole remet à Marty sa nouvelle proposition, mais le capitaine la jette par la fenêtre. Une dispute commence, alors Anatole sort une grenade et retire la goupille. Le groupe se met à rire de la situation ridicule et Marty accepte de payer également une partie de la dette. Pendant ce temps, Excalibur reçoit un autre rapport sur les mouvements d'Anatole, confirmant qu'un espion transmet des informations. Quelque temps plus tard, Anatole rencontre sa prochaine partenaire commerciale, sa cousine au 2e degré, Hilda. Il lui demande de l'épouser mais précise que Liesl restera sa seule héritière. Hilda prend la bague sans répondre, puis raconte à Liesl comment son grand-père et celui d'Anatole se sont disputés pour une bêtise, ce qui a séparé la famille. Anatole a beau la supplier, Hilda refuse d'aider à combler la différence. Liesl lui demande si elle sait qui a tué sa mère ou si Nubar est son père, mais Hilda ne connaît que les
les rumeurs. Plus tard, dans l'avion, Anatole ouvre une lettre contenant une directive d'urgence et découvre qu'une motion parlementaire a été approuvée juste pour l'arrêter. Il doit être chez lui avec un notaire avant midi le lendemain, sinon il sera arrêté. Pendant qu'Anatole va demander au pilote de changer de cap, Liesl entend Björn taper des doigts et se rend compte que c'est du code morse. Leur conversation est interrompue par Anatole qui déclenche l'alarme d'urgence. Le pilote a été empoisonné et Anatole est maintenant aux commandes de l'avion. Après avoir éjecté le pilote, un avion de chasse apparaît. Le jet ouvre le feu et endommage l'appareil, qui finit par s'écraser dans une forêt. Tout le groupe survit, mais le sac de Björn se déchire et répand de faux mots de passe, confirmant qu'il est l'espion d'Excalibur. Après avoir complètement changé de comportement, passant de nerd maladroit à agent confiant, Björn explique qu'il ne s'est jamais soucié d'Anatole et ne faisait que suivre les ordres. Anatole tente de l'attaquer, mais Björn est entraîné et le maîtrise facilement. Honteux, Anatole s'éloigne, tandis que Björn dit qu'il est prêt à changer de camp parce qu'il est tombé amoureux de Liesl. Soudain, Anatole crie et le duo le trouve coincé dans des sables mouvants. Anatole leur demande de ne pas l'aider car il veut se sauver seul, mais Björn se propose quand même et Liesl l'embrasse. Björn s'attache une liane et saute dans le marais. Anatole s'évanouit et a une autre vision de l'au-delà, dans laquelle il demande à Dieu d'accepter l'esclavage. À son réveil, il découvre que Björn l'a sauvé. Anatole se demande comment Björn a réussi le test du polygraphe et Björn révèle qu'il a été entraîné à le tromper, ce qui est assez facile. Le trio décide de passer la nuit dans le train accidenté et partage de tristes histoires d'enfance. Liesl annonce qu'elle ne veut plus travailler avec son père et souhaite retourner à l'église. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. C'est Sergio et son équipe qui les emmènent tous les trois dans son avion. Quand ils arrivent à la maison, la mère supérieure est déjà là. Elle dit à Liesl que la vie religieuse n'était pas son destin et la dispense du couvent. Anatole la remercie en donnant de l'argent pour des rénovations à l'église. Il parle aussi de ses visions et se demande s'il devrait se faire baptiser pour s'assurer une meilleure vie après la mort. Ensuite, il emmène Liesl à un coffre-fort et lui fait prendre une boîte laissée par un notaire sur ordre de son père. Anatole n'a jamais su ce qu'il y avait à l'intérieur et Liesl promet de l'ouvrir plus tard. Pendant le dîner, Anatole explique que les investisseurs se retrouveront à l'hôtel Desert Palace pour la présentation du projet phénicien. Il doit mettre en place un nouveau plan. Cela commence par le mariage d'Anatole avec Hilda et son baptême pour devenir officiellement catholique. Il espère que cela, ainsi que le baptême de tous ses garçons, convaincra même le pape d'investir. Ensuite, il demande à Björn de le présenter à Excalibur et jure, face à face, qu'il ne le laissera pas gagner. Plus tard, à l'hôtel, Anatole, Liesl, Björn et Sergio sont dans l'ascenseur. Anatole reconnaît l'opérateur comme un assassin et tous se préparent avec des armes, mais l'homme se suicide avec du poison. Avant d'entrer dans le bureau, Anatole demande à Liesl de le laisser l'adopter si elle n'est pas sa fille, et elle accepte. Finalement, il rencontre Nubar, qui refuse la grenade offerte par Anatole en disant qu'il en a déjà une. Nubar explique que la mère de Liesl a bien eu une liaison avec le secrétaire et qu'il est probablement le vrai père, mais il nie avoir tué la femme. Une dispute éclate entre les frères et Anatole utilise le polygraphe pour prouver qu'il n'a jamais tué aucune de ses femmes. Liesl ouvre la boîte du coffre-fort et trouve divers objets de famille, comme des photos, des lettres, des capsules de gaz toxique, les cendres de son grand-père et une clé. Nubar annonce alors qu'il abandonne le projet et qu'il n'est venu à l'hôtel que par curiosité. Dans l'ascenseur, Anatole dit à Liesl et Björn qu'il va renoncer à tout son argent restant pour combler la différence et accepte même de payer les esclaves, espérant que cela donnera un sens à sa vie. Liesl est fière de lui car elle n'a pas besoin de fortune. Anatole fait cette annonce pendant la réunion et est entendu par Excalibur grâce à un micro caché. Tous les investisseurs signent les documents et Anatole leur montre une maquette du projet. Il est interrompu par un domestique qui l'informe que Nubar le cherche et il quitte alors la réunion. Dans une autre pièce, Nubar dit à son frère qu'il a changé d'avis et veut le faire personnellement. Anatole pense qu'il parle de l'affaire, mais Nubar révèle que c'est lui qui a envoyé les assassins et tente de l'étrangler. Une bagarre éclate et les frères dévalent les escaliers. Ils s'attaquent avec n'importe quel objet à portée de main jusqu'à ce qu'Anatole finisse par rouler à nouveau dans les marches. Nubar en profite pour lancer l'une des capsules de gaz toxique de la boîte, mais elle ricoche sur le front d'Anatole sans se briser. Anatole la ramasse et la renvoie à son frère avant de s'enfuir en courant. Ensuite, Anatole retourne dans la salle de réunion, mais trouve Nubar sur la maquette. Il se prépare à lancer une grenade, mais Anatole le convainc de parler. Nubar a des flashs de sa famille et finit par utiliser la grenade pour se suicider, ce qui détruit également la maquette. Dans la dernière vision de l'au-delà, Anatole et Liesl remettent les cendres dans le coffre-fort. Quelque temps plus tard, Anatole mène une vie humble avec Liesl et tous les garçons qui reçoivent enfin l'amour familial qu'ils méritent. Björn a quitté l'agence d'Excalibur et travaille maintenant dans une école. Hilda y a annulé son mariage avec Anatole, y a fondé son propre camp. Anatole a ouvert un restaurant
restaurant et Liesl l'aide en tant que serveuse. Quand Hilda rend la bague, Björn l'utilise pour demander Liesl en mariage. Après une longue journée de travail, Anatole et Liesl profitent de leur temps ensemble en jouant aux cartes. Liesl espère que le projet phénicien offrira au moins un travail honnête aux gens. Pour finir, Le projet phénicien, film d'action et thriller de 2025. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.